Bonjour Vincent, Bonjour. bienvenue sur la On Discute. Merci. Content de te recevoir. Très heureux d'être à Lyon. Je sais pas si on peut préciser qu'on est à Ouais, Lyon, mais si, on peut préciser qu'on est à Lyon, que les bureaux sont ici, que le studio d'enregistrement est ici. Donc merci d'avoir fait le avec déplacement. grand plaisir. Ça fait bien une année ou deux que je suis pas venu à Lyon. Donc, Ouais, et première impression, il fait pas très chaud aujourd'hui, il fait pas très beau, mais tu sais, je viens du Pas-de-Calais, donc t'es habitué à la grisaille. je suis habitué à la grisaille, je suis habitué à la pluie, donc il y a aucun problème. Bon ça c'est cool. Faut que je te fasse une confidence, Vincent. J'aurais tendance à me considérer comme au niveau débutant de l'investissement. Peut-être pas au niveau débutant, mais j'ai eu l'impression de découvrir ça un peu tard, voire même très tard. J'ai 37 ans aujourd'hui, et avant mes 30 ans, je savais pas ce que ça voulait dire. Peut-être parce qu'il y a un tabou sur l'argent en France. Tu vois, on en discutait juste avant que ça enregistre. Peut-être que l'éducation financière n'était pas ce qu'elle était avant. En tout cas, j'ai quand même eu l'impression de perdre beaucoup d'années et des années qui sont importantes. C'est peut-être un petit peu aussi des deux. Hein. C'est probablement. Et ça dépend aussi probablement de ta définition de l'investissement. Ah, intéressant. C'est vrai. Qui peut être différente suivant les gens. Moi, je catégorise toujours les trois sujets liés à l'argent sur l'épargne, l'investissement et le boursicotage trading. C'est vrai qu'investissement, c'est un terme fourre-tout au final qui est pas super précis. C'est un terme fourre-tout qui est pas super précis, que certains utilisent d'une manière, d'autres d'une autre manière. Pour moi, l'investissement, il est beaucoup plus proche du volet épargne que du volet trading, boursicotage. Ok. Parce que le trading, boursicotage, c'est un métier en fait. Parce que c'est dur. C'est dur, ouais. C'est dur, ça demande du temps. Tout le monde ne s'improvise pas trader. Ça peut être un métier, ça demande une formation assez poussée, ça demande de lire l'actualité financière quasiment toute la journée. Ouais. C'est un job à plein temps pour certaines personnes, ouais. Ouais. Et c'est pas acheter une action en bourse, au final, pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique que un certain nombre de personnes en France arrivent à le faire, ou arrivent moins bien par moment. Mais la vérité, c'est que les Français, dans leur globalité, sans avoir un niveau de formation et de connaissances très élevé, devraient pouvoir investir. Ouais. Mais bon, pas trop le choix, je pense. Si moi, j'ai perdu peut-être mes 30 premières années en parlant d'investissement et d'épargne, comment toi, tu t'es éduqué plus rapidement? Est-ce que c'est ton parcours scolaire? Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est l'intérêt que tu portais à ça? Écoute, moi, j'ai alors deux choses. J'ai eu la chance d'avoir des parents un peu éduqués financièrement sur ce sujet-là. Ce qui fait que quand j'ai eu 18 ans, que j'ai commencé à prendre le sujet en main parce que je suis parti de chez mes parents pour aller faire mes études dans une autre ville et ainsi de suite, je me suis rendu compte que mes parents n'avaient pas uniquement créé un livret A avec un peu d'épargne dessus, mais j'avais d'autres produits financiers qu'ils avaient créés pour moi. On parle pas de montants astronomiques, hein. On parle de montants qui m'ont permis de vivre correctement pendant mes études, en plus de mon petit job étudiant. Et de bien débuter ta vie active. Ça m'a pas aidé plus que ça. Okay. Et en tout cas, le plus gros avantage que ça a eu, c'est de me faire rentrer dans le sujet. De commencer à me dire, mais tiens, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Par rapport aussi à d'autres produits, ainsi de suite. Donc ça te permet de mettre le doigt sur le sujet, de commencer à rentrer dedans, de commencer à aller lire des choses sur Internet, de se dire, tiens, je vais taper sur YouTube, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie? Qu'est-ce que c'est qu'un PER? Qu'est-ce que c'est qu'un fonds action? Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Et en fait, c'est ça l'éducation financière, c'est se renseigner, commencer à comprendre et adopter un petit peu les réflexes et les concepts. Donc ça, c'est le premier point. Et en effet, tu l'as dit, mon parcours aussi. Moi, j'ai toujours bossé pour des boîtes étrangères, donc non françaises, sur le marché français. Et notamment une boîte hollandaise, Bing Bank, qui a ensuite été rachetée par Saxo Bank, et qui était ce qu'on appelle un pure player, donc une plateforme vraiment spécialisée sur l'épargne et l'investissement. Donc forcément, j'ai dû monter en compétences, développer tes connaissances là-dedans. J'étais formé pour ça pendant tout le début de ma carrière, donc oui. Et qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? C'est la perspective de pouvoir faire fructifier son argent, de pouvoir mieux gérer ses revenus, de pouvoir générer un revenu passif. Ouais, quand t'as 25 ans, que tu sors d'école de commerce et que tu te retrouves dans une boîte, pour le coup là où il y a beaucoup de boursicoteurs et de traders,
L'intérêt, il est essentiellement basé sur le fait de transformer l'argent. Bien sûr. Le plus rapidement possible. Ouais. Ce qui n'est pas une très bonne idée dans l'absolu. Mais par contre, c'était le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Ouais. Et puis ça t'a sûrement bien servi au final dans le parcours de ta vie. Écoute, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des gens transformer 10 000 euros en 200 000 euros en 3 semaines. J'ai vu de l'autre côté le revers de la médaille, c'est que j'ai vu des gens complètement accros à des produits avec effet de levier, exactement au même niveau que certaines personnes peuvent être accros au casino. Et j'ai vu des gens dilapider. Ce degré-là de. Ouais, j'ai vu des gens dilapider leur retraite comme ça. Donc c'est triste, si tu veux. Mais ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité. Il faut. Mais c'est comme tout, si tu veux. Oui, c'est clair à certains degrés, ça devient nuisible pour toi. Ouais. Et c'est pas indépendant à la finance. J'imagine que ça existe dans. Non, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des tests d'adéquation quand tu ouvres des comptes dans des plateformes d'épargne et d'investissement. C'est-à-dire qu'on te pose des questions pour connaître ton niveau de connaissance, d'expérience. Et ensuite, quand tu vas sur un produit qui est pas adapté, on te prévient. On te dit, tu sembles pas avoir les connaissances ou l'expérience nécessaire pour aller sur ce type de produit. Attention, ça peut ne pas être bénéfique pour toi. Ouais. Voilà, toutes les institutions financières alertent les gens. C'est le genre de questionnaire aussi où on estime ton goût du risque, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ta capacité à pouvoir assumer une perte ou non. Complètement. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour toutes les institutions financières régulées et réglementées en Europe, bien sûr. D'accord. Ouais, pour éviter que des personnes qui soient mal renseignées mettent le pied dedans et produisent des choses qui soient pas forcément très positives. Bah, c'est pour éviter que tu perdes ta thune. Je savais pas que c'était obligatoire. Clairement. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ces petits questionnaires et ce petit quiz. Tu vas pas vendre quelque chose qui a un effet de levier x 50. C'est-à-dire que, imaginons, tu as un produit à effet de levier 50 sur le CAC 40. Si le CAC 40 prend 1%, tu prends 50%. Ça marche dans l'autre sens aussi. Ouais. S'il perd 1%, tu perds 50%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le CAC 40 perd 2%, tu as tout perdu. Et vendredi dernier, là, donc peu importe la date à laquelle on enregistre, mais vendredi dernier, le CAC a perdu 3,70, tu vois. Par exemple. Donc c'est très très dangereux. Je conseille à personne d'aller sur ce type de produit. Il y a des bonnes règles quand tu veux faire de l'investissement. Il a jeté un froid, Vincent. Non, mais un froid nécessaire. D'ailleurs, c'est assez rare que sur des podcasts, on parle. On n'entend pas. Mais oui. Même moi, je me rappelle pas avoir déjà fait un podcast sur lequel on parle des dégâts que peuvent faire ce type de produit. Donc, je suis très heureux de pouvoir faire un petit appel à la prudence. Et carrément, je pense que c'est un excellent rappel qui est nécessaire. Et c'est bien de savoir où on met les pieds et à quoi on se confronte réellement. Si tu veux que je te le dise différemment, tu vas pas préparer ta retraite avec un produit à effet de levier. Ouais. Tu ne vas pas trop risqué. Te constituer un capital en vue d'une acquisition immobilière en faisant du levier sur des produits financiers. On note ça. C'est le premier beau conseil du podcast. Yes. Si on dézoome un petit peu et qu'on devait essayer de déterminer la toute première étape avant d'investir, d'épargner ou quoi que ce soit, est-ce que selon toi ce serait justement l'éducation financière ou est-ce qu'il y a d'autres choses à s'assurer de maîtriser avant d'essayer de parler d'épargne, etc. Elle est très simple, la première étape. Il faut t'assurer que tous les mois, tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Ça, c'est la première étape. Avant de faire n'importe quoi, si tu veux. Ça peut être d'investir ou même même de commencer à envisager d'acheter un produit de luxe ou un truc plaisir. La base des bases, c'est de moins dépenser que ce que tu gagnes. Donc, traduction, qu'il te reste quelque chose à la fin du mois et que tu te retrouves pas avec. Fais un budget. Faire un budget, c'est dur parce qu'on a la flemme. On a l'impression que c'est un peu des devoirs. La flemme. Ouais, c'est un peu. La vérité, c'est qu'il y a toutes les applis bancaires maintenant qui te permettent de gérer ton budget à peu près correctement. Il y a toujours un petit bouton budget où tu as un camembert ou 2 camemberts, revenus, dépenses. Et tu vois la répartition de tes dépenses et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment la base de la base. Ok. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Donc, prêter attention à son budget et de faire en sorte qu'il te reste de l'argent à la fin du mois et que ça parte pas n'importe où, en fait. Ça, c'est la première étape. T'estimes que ce serait important d'y prêter vraiment attention en se disant chaque mois, j'ai 200 € pour mes loisirs, j'ai 300 € pour la nourriture, j'ai 1000 € pour le loyer et puis le reste, je vais pouvoir commencer à l'épargner parce que c'est du bonus, quoi.
Alors c'est pas vraiment du bonus, c'est ce qu'on pourrait appeler, et je vais paraphraser Mathias Battino là-dessus, mais de la gratification différée. J'aime ce terme. C'est pas du bonus, c'est J'aime la patience. Et en fait, le fait de se créer un budget, ça te fait rentrer la première notion qui est la planification. Tu planifies. Parce qu'en fait, quand tu commences à faire un budget, donc tu répartis tes dépenses selon les catégories, tout ce qui est obligatoire, ton loyer, ton électricité, tes impôts, ta nourriture et ainsi de suite. Après, il te reste le reste qui est plutôt au plaisir, les restaurants, tes sorties avec tes potes, tes fringues, peu importe. Tu peux te choisir aussi de commencer à budgétiser pour un voyage que tu vas faire dans 6 mois, dans un an. Là, tu as envie de partir, je sais pas, faire un petit tour, voir nos compatriotes de La Réunion. Le billet est un peu cher, là-bas ça coûte un peu cher aussi. Faut le prévoir. Faut le prévoir. Planifier plutôt même. Et si tu arrives à mettre 150 euros par mois pendant 6-10 mois, ça sera beaucoup plus simple au moment de partir que si tu n'avais rien prévu. Que si tu improvises, ouais. Voilà. Donc la planification, ça reste la planification pour les dépenses et pour les investissements. Ok. Parce que tu t'estimes que cette habitude de mettre de l'argent de côté tous les mois, ou en tout cas de le budgétiser avec une planification, c'est ce qui différencie ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas? Très certainement. Tu peux pas, surtout dans le contexte dans lequel on est, si tu veux, on est dans un contexte où les impôts augmentent, les salaires n'ont pas suivi, les prix ont augmenté. On entend parler de dette tous les jours. Il y a un poids de la dette qui est, si tu le rapportes au nombre d'habitants, qui vient de passer les 50 000 euros là, par habitant. Donc chaque Français a 50 000 euros de dette. Je le considère pas comme ça parce que c'est la dette de l'État français, c'est pas la dette des Français. C'est pas la dette des Français. Mais si on rapporte la dette de l'État français au nombre d'habitants, on est à un peu plus de 50 000 euros par personne. Donc c'est ce qui veut dire que si chaque Français devait contribuer maintenant à rembourser la dette demain, faudrait sortir 50 000. Faudrait que chacun sorte 50 000 euros. Voilà, on est dans un contexte qui fait que, dans tous les cas, il n'y a plus de choix. Si tu prévois pas, si tu n'anticipes pas, notamment pour ta retraite, tu te retrouves du jour au lendemain avec 40% de pouvoir d'achat en moins. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est dans le cas où tu as fait toute ta carrière avec un bon CDI, où tu as cotisé toute ta carrière et ainsi de suite. Et pourquoi 40%? C'est l'accumulation sur toutes tes années de travail, c'est ça? C'est comme ça qu'est calculée la retraite en France. En fait, tu cotises un montant. Ouais. Cet argent-là part directement aux retraités. Donc l'argent ne travaille pas. Ouais, on la prend dans la poche de quelqu'un et on la met dans la poche de quelqu'un d'autre. L'argent n'a pas le temps de travailler. Toi, au moment où tu vas partir en retraite, on va t'appliquer ce qu'on appelle un taux de remplacement. Et c'est le taux c'est ton taux de retraite en fait par rapport à tes derniers salaires. Le taux, il est en moyenne à 60% actuellement. Et il est en baisse depuis les années 70 de façon pas régulière, mais il est en baisse. Ce qui veut dire que les retraites baissent dans l'absolu. Donc, si tu prévois pas ça, tu te retrouves du jour au lendemain avec 40% de pouvoir d'achat en moins. C'est super. Enfin, c'est pas super d'ailleurs, mais c'est pas un problème si tu as déjà fini de payer ta résidence principale, par exemple. Mais si c'est pas le cas. Mais si c'est pas le cas, tu as 40% de pouvoir d'achat sec qui te tombe dessus. Et c'est comme ça que tu crées une génération de retraités pauvres. C'est ce que j'allais dire. Le problème, du coup, c'est l'éducation financière? Ou est-ce que c'est l'État qui gère mal son système de retraite? Écoute, c'est pas à moi de dire si l'État le fait bien ou le fait mal, si tu veux. Je suis pas politique. Moi, ce que je pense, c'est que dans tous les cas, toi, moi, Margot, qui nous regarde là-bas, on n'est pas en contrôle du nombre de réformes qu'il pourra y avoir. On n'est pas en contrôle de quelles décisions vont être prises. Moi, j'ai 35 ans, je ne vais pas être en retraite tout de suite. Si je compte uniquement sur la retraite publique, ça veut dire que je donne une carte blanche à des politiques qui ne seront potentiellement, et certainement d'ailleurs, plus les mêmes politiques dans peut-être 2 semaines, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Et en fait, il y aura potentiellement 50 réformes des retraites d'ici à ce que je sois en retraite. Et moi, c'est pas une situation que j'ai envie de laisser aux autres. Bien sûr. Donc autant se concentrer sur
ce que toi tu peux contrôler. Maîtriser, ouais, ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais de ton argent, c'est ce que tu fais de ton budget. Tes finances perso. Exactement. Et en fait, reprendre le contrôle, c'est se laisser le choix de pouvoir faire ce qu'on veut plus tard. Et c'est ça ce qu'on appelle la gratification différée. C'est accepter de ne pas consommer maintenant pour pouvoir consommer plus tard. Ça m'a fait sourire parce que c'est un terme que moi-même je rabâche dans le sport. Et c'est l'essence même du sport, en fait, et de beaucoup d'autres pratiques. C'est de faire des choses aujourd'hui pour que tu puisses en profiter, entre guillemets, plus tard. Donc, t'accumules des entraînements pour être plus fort par la suite. Je pense que dans le sport, tu dis j'investis sur soi. Ouais. Tu investis sur toi. Ouais. Bah, avec l'argent et ce que tu mets de côté et ce que tu investis, c'est que tu investis pour toi. Mais il y a tellement de parallèles à faire avec le sport. Ah bah définitivement, la patience et la planification. Les petites séances, mais de façon régulière, plutôt que les grosses séances une fois tous les 2 mois. C'est exactement la même chose avec l'investissement. Investir des petites sommes de façon régulière sur des produits qui n'ont pas de frais ou peu de frais. Parce que les frais, c'est un peu comme le gras ou le sucre. Ça va venir t'empêcher de finir tes séances correctement. Et plus le temps passe et plus ils occupent une grosse proportion de ce que tu fais. Exactement. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, les bonnes pratiques qu'on est en train de mettre en place, tous collectivement par rapport à la santé, parce que je pense qu'on a quand même tous une certaine prise de conscience. Bien sûr, on est tous attentifs, ouais. Sur le fait de moins manger de choses industrielles, de faire plus d'exercice et ainsi de suite. Principe qu'on applique d'ailleurs aussi côté planète, si tu veux, plus de transport en commun, plus de covoiturage et ainsi de suite. En fait, il faudrait appliquer exactement les mêmes principes avec l'argent. Moins gâché. Au final, c'est rassurant parce qu'on sait un petit peu tous comment s'y prendre. C'est du bon sens et Mais c'est pas une action collective, c'est une action individuelle. C'est ou une action de couple. Oui, bien sûr. Quand tu es en couple. C'est encore plus important quand tu as des enfants parce que tu as un autre niveau de responsabilité aussi par rapport à ça. Mais pour moi, c'est la question, elle devrait même pas se poser sur est-ce que vraiment il faut investir. C'est pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est pas grave, c'est pas trop tard. Vraiment, c'est indispensable. C'est la remarque que je me fais. Pourquoi je l'ai pas fait avant, mais j'ai quand même cru comprendre que mieux vaut tard que jamais, donc autant s'y lancer aussitôt que possible. On parlait juste avant que le podcast commence de l'explosion du contenu par rapport à l'éducation financière et la finance en général. Tu trouves que c'est plutôt positif, plutôt négatif, qu'on trouve des bonnes choses et des mauvaises choses, ou que en moyenne ça fera un impact positif sur les Français? Je suis persuadé que c'est un impact positif sur les Français. Si tu veux. Quand tu commences à avoir des contenus qui te parlent de budget, qui te parlent de qu'est-ce que c'est une action, comment le système des retraites fonctionne, comment il faut épargner pour ses enfants. Tu commences à voir ce type de contenu sur Instagram, TikTok, YouTube Short, avec des gens qui essaient de vulgariser au maximum, de rendre accessible avec des mots simples. Tu vois, tous ces concepts-là. Pour une diffusion massive qui est celle des réseaux sociaux, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Évidemment aussi qu'il y a des gens qui essaient d'en profiter pour faire des arnaques. La plupart du temps, quand on vous propose de rejoindre un canal Telegram pour avoir des conseils personnalisés, ça c'est le red flag, ça. C'est une arnaque. Ça c'est le red flag. Voilà. La plupart du temps, quand on vous propose des taux à 8% sans risque, c'est une arnaque. Le seul taux sans risque, c'est le taux de la BCE, c'est le taux de votre livret A. Si on vous propose quelque chose qui fait 2 à 3 fois ce tôt-là, c'est probablement une arnaque. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, les recettes magiques ont toujours existé, quel que soit le domaine, et ça marche que très rarement, voire jamais. Ça marche. Il y a pas de raccourci. De toute façon, en investissement, c'est même, c'est pas tant l'argent, c'est plus le temps qui joue. T'auras plus d'argent au final si tu mets 50 € par mois à partir du moment où tu as 18 ans que si tu mets 200 € par mois à partir du moment où tu as 40 ans. Tu auras plus d'argent à la fin. C'est ce qui fait qu'au final, c'est accessible littéralement pas à tout le monde, mais si, en fait, à tout le monde. Ah bah, tu peux, dans l'absolu, si tu es un maître dans l'art de la patience, ce que très peu de personnes sont, faut pas se voiler la face là-dessus, mais dans l'absolu, avec 100 € par mois de 0 à 60 ans, t'as ton million.
tu peux, toi, si t'as un enfant demain et que tu lui mets 100 euros par mois et tu sais qu'il va continuer toute sa vie, que c'est investi à 7%, qui est vraiment la moyenne basse de ce que peuvent faire les marchés si tu restes longtemps dessus, donc à minimum 20 ans, t'es sûr que ton enfant aura son million, bien sûr. Quand tu dis minimum 20 ans, c'est sur cette période-là qu'on applique la moyenne ? Quand tu achètes une action, le prix de l'action monte ou baisse tous les jours parce que c'est échangé sur un marché. Bien sûr. Ce qui veut dire que quand tu l'achètes, le lendemain, tu as une chance sur deux qu'elle monte, ou une chance sur deux qu'elle baisse. Descend. Plus tu restes longtemps investi dans le marché, plus la probabilité que l'action soit en hausse augmente. Et donc, à partir du moment où tu dépasses les 15-20 ans investis sur le marché, tu es à plus de 95% de chance d'être en gain. Donc, plus tu restes longtemps, plus le risque est maîtrisé. C'est pour ça que si tu as... c'est pour ça que les actions, c'est pas adapté pour l'épargne de précaution, par exemple. Si là, tu as 1000 euros, mais que tu vas en avoir besoin pour financer ton voyage dans 3 mois, les actions, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il peut y avoir justement des fluctuations qui font que tu te retrouves avec moins et que... Ça va pas être parlant pour ceux qui nous écoutent en version podcast, si tu veux, mais tu vois une courbe qui monte et qui descend. Mais en fait, cette courbe-là, c'est la même, mais comme ça. Ok. Tu vois, elle monte et elle descend, mais sur une tendance de fond. Si tu dézoomes un maximum sur une tendance de fond, tu vois la monte. Dans l'absolu, je te parle pas d'une action précisément. Je te parle de si par exemple tu achètes un ETF monde qui fait qui achète les 1600 plus grosses sociétés du monde. Dans ce cas-là, c'est comme si tu achetais une partie de l'économie mondiale. Ouais. Donc, si tu penses que toute l'économie mondiale va s'effondrer du jour au lendemain, va pas là-dessus. Si tu penses que le monde va continuer d'être le monde, tu vas là-dessus. Tu peux y aller. Mais ce qui s'est passé, c'est une question de conviction personnelle. Ouais. Ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui nous laisse penser que t'as pas trop de risques si jamais tu restes sur une position pendant 20 ans ou 30 ans. Exactement. Malgré les... Tu regardes même là sur les 120 dernières années, malgré les 2 guerres mondiales. Ouais, c'est ce que j'allais dire, malgré les crises, etc. Guerre froide, tu prends n'importe quelle période de 20 ans, t'es en guerre. Même celui-là qui a acheté la veille du Covid, la veille de l'annonce du premier confinement, il est là en gain largement. Ouais. Alors que quelques semaines après, il a dû s'arracher les cheveux, il était pas bien. Dire oh là là, c'était la pire. Ça dépend parce que t'en as qui peuvent voir ça comme des soldes, t'en as qui peuvent voir ça comme la fin du monde, mais tu sais, il y a qu'un moyen pour pas ressentir ce type d'émotion. De pas regarder. Alors déjà, c'est de pas regarder. En vrai, si tu t'investis pour dans 30 ans, tu regardes pas. Ouais, à quoi bon de regarder tous les jours. Ouais. Et t'automatises tout ça. Donc, tu t'automatises des virements, t'automatises des opérations chaque mois ou chaque semaine. Exactement. Et tu les laisses en arrière-plan, quoi. C'est ce qu'on appelle la technique du DCA, Dollar Cost Average. Donc tu vas pas aller acheter au meilleur moment parce que dans tous les cas, tu sais pas qui est le meilleur moment. Quand est-ce que c'est le meilleur moment? Personne le sait en vrai. Ouais. Sauf peut-être des gens qui font des délits initiés, mais c'est illégal. J'avais vu des stats aussi que même les traders pour qui c'est le métier ne peuvent pas prévoir la hausse ou la baisse ou malgré toutes leurs connaissances, etc. Tu sais, c'est des mathématiques, le trading maintenant. C'est plus des mecs d'école de commerce qui sont embauchés dans les salles de marché, c'est des ingénieurs qui codent. Ouais. Donc non, c'est plutôt du mathématique. Mais tout ça pour dire que tu vois, là, on s'éloigne un peu du sujet de monsieur et madame tout le monde. Alors, je sais pas quelle est ton audience spécifiquement, mais je pense pas qu'on parle à des traders de salles de marché. Probablement pas. Mais c'est quand même intéressant, niveau curiosité, de savoir un peu comment ça fonctionne. Et... Oui, mais la vérité, c'est que si tu veux préparer quelque chose facilement, même avec 50 balles par mois, tu peux le faire. 50 balles, automatisé, investi, d'une façon diversifiée. Donc, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu achètes toi plusieurs actions, tu te crées un portefeuille, ça va te demander un peu de temps. Soit tu achètes ce qu'on appelle les ETF, qui sont des paniers d'actions. Donc tu peux acheter par exemple un ETF du CAC 40, tu vas avoir les 40 actions, les 40 sociétés les plus grosses de France. Et c'est simplement en faisant ce petit effort-là au démarrage et en laissant couler, en arrêtant de regarder les news, qu'en fait ton capital il va se construire tout seul et tout le temps ton argent va travailler pour toi. Est-ce qu'on considère que ça c'est un peu
niveau 1 de l'investissement. Tu vois, imagine, on est dans un jeu vidéo, il y a 5 niveaux de compétences. Ouais. Et le niveau 1, ce serait de pouvoir automatiser et de laisser en arrière. Niveau 1, tu automatises, peu importe le montant, c'est en fonction de ta capacité d'épargne. Donc ça part du principe que tu as déjà fait ton petit budget avant et que tu te dis, bah tiens, c'est vraiment important que je me dégage 50, 100 euros par mois pour le futur. Niveau 1, c'est oui, j'automatise un DCA, donc nous on appelle ça les plans d'épargne. Chaque mois, un petit montant sur un ETF ultra diversifié, donc ça peut être l'ETF Monde par exemple, qui est le plus connu. C'est MSCI World, c'est ça? MSCI World, ouais. Ok. Et là, tu achètes un petit bout des 1600 plus grandes entreprises du monde. L'avantage de ça, c'est que tu n'as pas besoin de chercher l'aiguille dans la meule de foin. Ouais. Tu achètes la meule de foin. Au moins l'aiguille sera dedans. Au moins l'aiguille sera dedans. Et l'aiguille, en ce moment, c'est Nvidia. Tu vois, ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est j'ai pris un peu de temps pour regarder un peu plus ce qu'il y a dans le MSCI World. Je me suis rendu compte que il y a quand même à peu près 70% des entreprises qui sont dans le MSCI World qui sont des entreprises américaines. Du coup, mon panier, il y a quand même beaucoup d'œufs américains dedans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'œufs des pays émergents, par exemple. Niveau 2, c'est je vais aller diversifier encore plus, potentiellement en achetant un ETF marché émergent. Pour compléter ce que j'ai déjà avec pour le diversifier MSCI mon risque, pour avoir un nouvel potentiel de croissance, si tu veux, sur ces pays-là. Voilà, c'est comme ça, c'est des étapes. Mais l'investissement, c'est vraiment un chemin. C'est pas un truc figé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de se dire, c'est quoi le meilleur produit, c'est quoi le meilleur truc. C'est le raccourci un peu classique qu'on essaie de tous prendre, en fait. En fait, il n'y a pas... mais ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Le seul raccourci que tu peux faire, c'est de passer 1 heure sur une vidéo YouTube, une demi-heure sur une vidéo YouTube qui va t'expliquer ce que c'est un ETF, qui va t'expliquer si tu n'arrives pas à faire ton budget, comment tu devrais le faire, et ainsi de suite. Et là, en fait, tu seras vraiment en pleine capacité de prendre la décision et tu vas voir que ça sera beaucoup plus simple. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut rester virtuellement au niveau 1 toute sa vie et arriver à épargner des sommes qui sont quand même intéressantes? Ouais, complètement. Pour toi, pour tes enfants, t'es pas obligé d'aller voir le boss de fin dans tous les domaines de ta vie. Si c'est une excellente analogie. Ça veut dire tu sais, c'est pareil qu'un sportif qui se met à faire du footing ou du running pour s'entretenir, tu vois. C'est vrai que il va pas chercher à aller faire un 35 du 10 km, tu vois. Carrément. Tu vois. Ouais. Il va se mettre il va démarrer à 50, il va se mettre un objectif à 46, allez. Et puis c'est bon. C'est une excellente analogie. Tu penses qu'on est un peu grisé par cette performance aussi dans les mecs surtout. Ah ouais. Les femmes, c'est beaucoup moins. On a regardé les stats, hein. C'est vrai. Ben oui. On a regardé les stats l'année dernière, donc on avait 4 millions de clients l'année dernière, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, et on s'est rendu compte que la performance sur l'année des femmes était pas beaucoup plus élevée, mais plus élevée que celle des hommes, de 2% dans absolu. Hein. Okay. Donc ça veut dire que si les hommes avaient fait 6, les femmes avaient 8% de moyenne. D'accord. Et on a regardé pourquoi. Prise de risque plus importante des hommes ? Alors, elles font beaucoup plus de plans d'épargne que les hommes. D'accord. Quand les hommes vont essayer d'essayer de trouver le bon moment pour acheter un truc, les femmes, elles se posent pas la grande question. majorité, elles se posent pas la question. Elles disent, moi, j'automatise. Il y a mes 50, mes 100 euros par mois, ça va acheter tout seul. De toute façon, je suis bien incapable de déterminer quand est-ce que ça sera le meilleur jour. Les mecs, eux, se disent plus, ouais, si, moi, je vais trouver. Et de la même façon que les mecs pensent pouvoir faire atterrir un avion. C'est exactement ça. Les femmes ont plus recours aux ETF que les hommes également. Donc les hommes font plus de stock picking en imaginant pouvoir prédire le... En imaginant pouvoir déterminer quelle action va monter le lendemain. Ouais. Voilà, donc après, c'est la nature humaine. Hein. Les gens sont faits comme ça. Et pareil, quand tu poses des questions, j'avais fait une étude avec l'IFOP sur un échantillon de Français. On avait posé la question au démarrage. On va vous poser des questions d'éducation financière, des questions financières. Est-ce que vous pensez que vous allez bien répondre à ces questions ? Les hommes en majorité ont mis oui, les femmes en majorité ont mis non, et les résultats étaient complètement l'inverse. Ah ouais. Donc les femmes s'en sortaient mieux que les hommes. Sur ces questions-là, ouais.
C'est marrant, c'est le décalage entre les capacités réelles et ce qu'on imagine être capable de faire. Voilà, donc au final, dans les couples, ça devrait plutôt être les femmes qui gèrent les investissements et les hommes le budget quotidien. La réalité, c'est qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse. Donc messieurs, laissez votre orgueil de côté. Exactement. Acceptez quand vous ne prenez pas toujours les bonnes décisions. D'accord, ouais, c'est intéressant de voir la différence de profil et la prise de risque qui en découle. C'est Mais du coup, oui, les ça hommes. m'a pas tellement surpris moi pour le coup. Mais... Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand tu mets un petit peu le nez dedans, donc la recherche de performance, elle existe. Elle existe un peu plus chez les hommes. En fait, la recherche de performance, c'est elle qui va aller te faire prendre le risque qui est pas nécessaire. En fait. Ouais. À partir du moment où tu arrives à te contenter de la moyenne du marché, qui en réalité est entre, tu vois, un ETF monde sur 25 ans, si tu annualises les performances, tu vas plutôt être à 9, 9,5. La vérité, c'est qu'il y a des années, ça a fait plus 30, d'autres années moins 20, l'année d'après encore moins 10, mais l'année d'encore après plus 15, et ainsi de suite. Si tu réannualises les performances, t'es à 9,5 à peu près. Si t'arrives à l'intérieur de toi-même te dire, c'est bien en fait, je m'en contente, dans ce cas-là, t'as tout gagné. Ouais, t'as déjà fait Parce qu'en fait, tu te libères de ces émotions-là, tu te libères de la tentation d'aller prendre trop de risques, et tu suis ton plan en fait, qui au final qui avance sans toi même. Et puis en plus, objectivement, c'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Mais c'est énorme. Ouais, on est d'accord. C'est énorme. C'est que rapporté sur 20 ans... Ça veut dire que tu doubles ton capital. Imaginons que tu avais mis un capital fixe au démarrage, mais plutôt que de faire des petites mensualités, mais sur un capital fixe, tu le doublerais à peu près en 7 ans, je crois. Ah ouais. 7 ans et demi. Ouais. Donc ça, voilà. Ouais, c'est déjà super. Ça change la donne. C'est quand même intéressant de voir à quel point la performance et la recherche de raccourcis peut parfois nous faire prendre des risques qui... Et c'est comme au sport, hein, c'est comme ça que tu te blesses. Ouais. Ouais, j'ai fait les mêmes erreurs aussi. Hein. On y est tous passés, je pense. Les séances de fractionner où tu tires un petit peu trop dans les jambes et ça fait mal. Voilà, c'est pareil. Avec ton expérience et ton expertise, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes qui sont un peu trop impatientes ? En fait, il y a un truc très simple pour ça, c'est essayer, mais avec un petit montant. Pour voir sa tolérance. Celui qui a envie d'aller essayer un truc avec un effet de levier x10, va essayer. Pas de problème, mais tu le fais avec 10 balles. Ok. Tu le fais surtout pas sur un compte démo avec 100 000 euros de faux argent, parce que là, tu vas pas du tout faire la même chose que si c'est ton propre argent. Par contre, fais-le avec ton propre argent, fais 10, 15, 20 balles. Tu vois. Tu vas essayer, là, tu vas comprendre qu'en fait... que c'est ton argent et que... c'est ton argent, si que c'est un perds... peu dur, que tu l'as perdu. Oh, tiens, 4 minutes. Ouais. Voilà. Ou même dans l'autre sens. Hein. La vérité, c'est que tu peux aussi prendre dans le bon sens et transformer tes 15 euros en 30 euros en 10 minutes. Mais fais-le en tout cas avec ton propre argent et avec un petit montant. Voilà. Pour se confronter vraiment à la réalité du truc. Pour sentir l'émotion. C'est fou à quel point cette gratification différée, elle est importante dans vraiment tous les domaines, et qu'arriver à avoir l'automatisme de ne pas tomber dans l'écueil de la satisfaction instantanée, ça peut nous amener très très loin. Mais c'est qu'un jeu de patience en fait. Et comme tu le dis, hein, sur plein de sujets dans la vie, ça peut être au travail, c'est le sport, surtout quand tu fais des sports un petit peu, tu vois, genre les trails ou des trucs comme ça. Si t'as pas de patience, ça devient vite t'es mort. T'es complètement mort. Tu te retrouves au milieu de la forêt là. Tu fais mince. T'es complètement mort. Il reste 30 bornes. Mince. Si t'as pas de patience, là c'est fini. Ouais. Tu sais, juste avant, je parlais de l'émergence des contenus sur l'éducation financière, etc. Il y a une phrase qui revient souvent. Tu vas me dire à quel point elle est vraie et à quel point on peut y faire confiance entre guillemets. C'est tout le monde peut avoir la capacité d'avoir 1 million d'euros pour sa retraite grâce à l'épargne. Est-ce que c'est un peu du putaclic pour essayer d'intéresser les gens ou non, c'est vraiment basé sur quelque chose de réel ? C'est juste un calcul mathématique. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le calcul et comment ça fonctionne exactement ? Eh ben, en fait, tout le monde pourrait aller le faire, ce calcul sur... on parlait du régulateur juste avant aussi, qui lui d'ailleurs vient réguler des gens qui font du contenu financier alors qu'ils sont pas autorisés à le faire ou qui le font d'une mauvaise manière. Et des régulateurs pour le contenu financier ? Ah bah oui, il y a la RPP par exemple.
Donc, qui est le régulateur de la publicité. Donc, si le contenu qui est sponsorisé par une marque ne respecte pas les règles, ils sont tapés évidemment sur le doigt. que, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a aussi le régulateur des institutions financières qui s'appelle l'AMF. Vous pouvez aller sur le site de l'AMF. Chacun d'entre vous, il y a des sortes de petites calculettes qui vous permettent de voir plein de choses. Combien, si par exemple je mets 500 € aujourd'hui plus 50 € par mois sur un investissement qui rapporte 7% par an, combien j'aurai dans 15 ans, combien j'aurai dans 30 ans, combien j'aurai dans 100 ans. Et le plus beau avec ce truc-là, c'est que vous pouvez également mettre le pourcentage de frais que vous payez sur vos produits. Et ça va vous afficher un petit graphique très très simple à comprendre qui va vous montrer combien les banques prennent sur votre dos sur certains types de produits. Tu vois la proportion de frais, tu vois la proportion des intérêts, etc. Un exemple tout simple, tu as 5 000 €, tu l'investis sur un produit à 2% de frais. Imaginons, ça peut être dans un contrat d'assurance vie qui a déjà 1% de frais de gestion du contrat, plus un fonds qui a 1% dedans. Même si le fonds performe de 8%, au bout de 20 ans, tu auras payé 5 000 € de frais. Donc l'équivalent de ton capital de départ. Et ces mêmes 5 000 € de frais que tu as payé, du coup, en fait, ça représente plutôt 7 500 € de manque à gagner. Donc c'est les 5 000 € de frais et les intérêts qui t'ont empêché sur ces de générer, du coup, parce que tu les as payés. Ouais. Donc c'est le deuxième truc le plus important, je pense, en plus de l'histoire de la régularité, du petit effort chaque mois qui peut tout changer. Être attentif aux frais. Être attentif aux frais, ça peut tout changer. Ça peut vous faire gagner, si vous sélectionnez bons produits, en tout cas les produits les assez peu chargés en frais, ça peut vous faire gagner plusieurs années sur votre objectif. Et inversement, ça peut vous en faire perdre aussi. Tu crois que cette popularisation du contenu sur l'éducation financière oblige les banques, etc., à être plus transparentes sur les frais ? Non, elles le sont déjà, dans le sens où à chaque fois que tu veux souscrire à un produit, que ce soit un compte titre, un PEA, une assurance vie, un PER, tu as un document qui t'est remis au moment de la souscription avec le détail des frais et même avec des projections en fonction du montant de combien ça te coûte. Okay. La vérité, c'est que c'est barbant à lire et qu'il y a très peu de gens qui le lisent. Ouais. Donc j'invite ceux qui nous écoutent évidemment à ne pas signer sans avoir lu. Ou sinon, il y a autre chose, c'est qu'au moment de signer, si vous êtes chez votre conseiller bancaire dans votre agence du coin, vous lui demandez qu'il l'imprime et vous lui demandez de le relire ensemble. Et il va vous l'expliquer. Un petit réflexe simple qui peut... Un petit réflexe simple. En fait, c'est un peu ça la finalité aussi de toute cette éducation financière qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est donner la capacité aux gens d'avoir une discussion avec leur banquier, un peu d'égal à égal. En ayant connaissance des concepts, en ayant connaissance des impacts, plutôt que juste de dire oui. Ah, vous pensez que c'est ce que je devrais faire ? Voilà. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et comment, pourquoi et c'est toutes les explications, pourquoi vous pensez que c'est la meilleure solution pour moi ? Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément un réflexe qu'on avait jusqu'à maintenant. Très très peu. C'est on rentrait dans le bureau de son conseiller et puis voilà, c'était oui comme tu dis et puis on signe. On faisait confiance. Mais une confiance un peu aveugle. Je pense qu'il faut avoir une confiance mais éclairée. Ouais. Comme quand tu vas acheter une bagnole. Oui, t'as plein de questions à poser. T'as plein de questions à causer, mais tu sais quand même comment la voiture tourne, comment ça fonctionne. Tu vois, t'as un minimum, il y a un écart qui est différent, qui est en tout cas beaucoup plus petit. Donc c'est pas un mythe cette histoire du 1 million d'euros. C'est quand même réalisable avec la patience nécessaire, avec les informations nécessaires et en s'y prenant assez tôt au final. En fait, c'est une expression qui est un peu choc, si tu veux. Oui, parce mais que ça a le bénéfice de faire réagir, de créer un intérêt et de faire que les gens se renseignent. Ça peut aussi rassurer des personnes sur le fait que certains pouvaient penser que c'est inatteignable. La vérité, c'est que le plus important, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps. C'est pas tant le montant. Ouais. C'est le temps. Celui qui démarre à 18 ans, ça sera beaucoup plus simple pour lui que celui qui démarre à 50. Mais c'est juste un calcul mathématique. Tu peux nous rappeler le site, c'est l'AMR, c'est ça ? L'AMF. L'AMF, pardon. Ouais. Donc ou sur lequel on peut retrouver le calculateur. Yes. Okay. Et
Je pourrais venir le mettre en commentaire. Ouais, avec plaisir. YouTube, si avec grand plaisir, ouais. J'entends aussi souvent dire que les premiers 100 000 euros sont compliqués, et puis après, à partir de 100 000 euros, ça se décante et c'est plus simple d'atteindre des sommes bien plus importantes. Ça aussi, c'est pas une idée reçue. Encore une fois, c'est de l'émotion, parce que mathématiquement, ça change rien. C'est juste qu'au-dessus de 100 000 euros, les valeurs absolues changent. Parce que si tu fais 7% l'année d'après sur tes 100 000 euros, bon bah c'est déjà 7 000 euros si tu veux. Et là, ça représente beaucoup plus que quand tu faisais 7% sur 10 000 euros. Donc c'est plutôt l'émotion que ça génère qui est différente. La vérité aussi, c'est que du coup, de façon absolue, ça grandit plus vite aussi. Et enfin, d'un point de vue satisfaction, ça ne change rien. Je sais pas si tu l'avais vu passer, cette étude aux États-Unis, qui montre que plus tes revenus augmentent, plus ta satisfaction personnelle et ton bien-être augmentent, mais jusqu'à un certain niveau. Ok. L'étude qui est basée aux États-Unis mentionnait le fait que au-delà de $75,000 annuels, après la croissance de ta satisfaction n'est pas corrélée à la croissance des revenus. Ok. Donc si tu gagnes 150 000, tu vas pas être 2 fois plus satisfait que 75. Ok. Donc c'est intéressant ça. C'est exactement le même principe, je pense, qui s'applique. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Tu sais, je tombe souvent sur les graphiques jusqu'à 100 000 compliqués, jusqu'à 1 million facile, et c'est vrai que ça attire l'œil, ça joue un peu sur l'émotion, et on a toujours l'impression de se dire ah mais ils exagèrent, mais en fait non, l'effet boule de neige fait que c'est réel. J'ai vu des comptes PEA à plus d'1 million, par exemple. Ah ouais. Un PEA, c'est un compte d'investissement, ça s'appelle le plan d'épargne en actions. Tu investis dans des actions européennes dedans, ou des ETF européens, voire même monde d'ailleurs maintenant, grâce à certaines techniques, et tu as un avantage fiscal. Pour moi, c'est clairement le meilleur produit pour préparer sa retraite. Bien mieux qu'un contrat d'assurance vie, par exemple. On pourra revenir après là-dessus. On pourra y revenir, ouais. La limite d'un PEA, c'est que tu peux pas verser plus de 150 000 euros dedans. Et qu'il faut le garder au moins 5 ans. Enfin, il faut pas retirer. Tu peux garder moins que 5 ans, mais ça peut entraîner la clôture du compte et la perte de l'avantage fiscal. Mais ton argent n'est jamais bloqué, jamais bloqué. Vraiment, si t'en as besoin, tu peux prendre. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'un PEA à plus d'1 million d'euros, c'est à minimum 850 000 euros d'intérêt généré. C'est la boule de neige. À cause grâce à la patience. Grâce à la patience. Ou grâce aux investissements qui étaient très malins dessus. Ça peut être un peu des deux. Ouais. Mais c'est énorme. Ça peut être les deux, si tu veux. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont mis, au total, peu importe la période, ça peut être sur 15 ans, ou sur 20 ans même, ils ont mis 150 000 euros de leur argent dedans. Et ensuite, il y a plus de 850 000 euros d'intérêts qui ont été générés grâce à la boule de neige. Et là, grâce aux avantages fiscaux, merci. Bah, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux et pas l'impôt sur le revenu. Ouais. Donc 12,5 au lieu de 30. Ça dépend. Le calcul est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si tu as ouvert ton PEA en 95, et que en fait les gains que tu as générés en 95, ils vont être imposés au taux de 95. Ah. Et les prélèvements sociaux, c'est une invention qui au final est plutôt récente. On est tous habitués au fait de oui, on a l'impression que ça existe de depuis payer les 17,2, sauf que non. Ah, OK. Non, les prélèvements, et c'est après on sort un peu du cadre de la discussion, mais les prélèvements sociaux, c'est une énorme différence générationnelle. Tu vois, il y a tout ce sujet de société actuellement sur les retraités et ainsi de suite. Dans les années 70, il n'y avait pas de prélèvements sociaux. C'était pas le même. C'était pas du tout le même fonctionnement. Le rapport entre salaire brut et salaire net était complètement différent. Et c'est un écart générationnel qui pèse actuellement. Et c'était pas là pour. C'était pas prévu pour durer, les prélèvements sociaux. Ouais, mais en fait, voilà. La TVA, tu vois, c'était pas fait pour durer non plus. Ah ouais, d'accord. Un PEA à plus d'1 million. Yes. Incroyable. C'est que de la patience. Ouais. Et pourquoi, alors, selon toi, c'est le meilleur choix? Parce que tu l'as comparé à l'assurance vie, c'est le seul type de compte d'investissement qui est d'un volet bancaire et non pas une assurance. Tout ce que tu peux avoir sur assurance vie, PER, c'est des produits qui sont assurantiels avec des frais de gestion, généralement autour de 1%. Allez simuler combien ça vous fait 1%
de frais sur 25, 30, 40 ans. Parce que quand on prépare sa retraite, si on s'y met à 18 ans, on a plus de 45 ans d'investissement devant soi. Donc, il faut vraiment faire attention aux frais dans ces cas-là. Pour éviter la douche froide. Ok. On a des bons tips là déjà. Le PEA, très très bon délire. Faites preuve de patience. Vous aurez aussi un million. Évidemment, si vous avez déjà un patrimoine conséquent, les produits d'assurance vous permettent d'avoir quelques avantages en termes de succession. Parce que les produits bancaires n'ont pas. Oui, on imagine que au final, ça reste à individualiser. Et puis il y a sûrement. Dans tous les cas, ça reste à individualiser. Mais si on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, catégorie moyenne, catégorie populaire, soit 70% des Français, vaut mieux avoir une enveloppe bancaire qu'une enveloppe assurantielle. Oui, bien sûr. Complètement. On a parlé depuis le début de l'épargne, mais on n'a pas parlé de revenus passifs. Est-ce que les investissements peuvent constituer des revenus passifs qui sont intéressants ? C'est ce qui est inspiré par le mouvement FIRE, notamment. Je ne sais pas si tu connais un peu ce mouvement. Oui, bien sûr. Laisse-moi retrouver l'acronyme. Financial Independence, Retire Early, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Yes. Je l'ai bon ? Ouais, c'est... Indépendance financière et retraite anticipée, en gros. Exactement. L'idée, c'est dès que tu te mets à travailler, tu mets de côté une part... exceptionnel de ton revenu. C'est quoi, 50% ? Ouais, c'est plus souvent. Ah ouais ? Ouais, il y en a qui poussent le concept vraiment très très loin à base de je fais aucun resto, je m'achète pas de fringues, je vis chez mes parents et qui arrivent à mettre 70% de leur salaire de côté, tu vois, 70-80. Pour avoir une retraite à 38 ans, 40 ans au lieu de bosser jusqu'à 65. Ouais. Et donc l'idée de ce mouvement-là, c'est d'accumuler un capital suffisamment gros pour qu'ensuite, sans toucher au capital, mais uniquement aux intérêts de ce capital-là, on peut vivre avec. Tu peux vivre avec. D'accord. Mais ça inclut un niveau de sacrifice assez énorme. C'est incroyable. Oui, j'ai pas de position personnelle là-dessus, si ce n'est que le fait de... J'aurais eu un peu de mal à me sacrifier autant dans une période de ma vie où t'es en forme, t'as envie de découvrir plein de choses et... Voilà, je sais que j'aurais pas pu d'une façon personnelle. Moi, je crois que c'est difficile pour beaucoup de gens. J'admire la force mentale que ça nécessite, ouais. Et il y a pas j'étais tombé sur un calcul qui disait qu'à partir d'une certaine somme, les intérêts générés pouvaient te permettre de vivre avec, mais que ton capital ne bougerait pas. Ouais, dans tous les cas, en fait, tu peux générer, il y a plein de produits financiers qui te permettent de générer des revenus passifs sans avoir à toucher à ton capital. Il y en a qui utilisent la stratégie avec l'immobilier locatif, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà, qui, une fois, après avoir été remboursé, te permettent d'encaisser les loyers tous les mois. Tu payes évidemment des impôts dessus, mais comme sur tout ce que tu gagnes, donc je pense qu'on va pas parler d'impôts, mais ça te permet en effet, de percevoir des loyers tous les mois. La version financière de ça, ça pourrait être les obligations, par exemple. Si tu prêtes ton argent à un État ou à une entreprise qui te redonne des intérêts là-dessus tous les mois, trimestres, annuels, suivant les conditions, et à la fin d'une période déterminée, te rend ton capital. Donc tu peux, je sais pas, tu peux filer, si tu as vraiment accumulé beaucoup d'argent, tu peux filer 500 000 balles d'obligations, je sais pas, LVMH, qui te paye 5% d'intérêt. Et tous les mois, tu reçois 5 divisé par 12 sur le montant du capital. Donc ça peut être une autre façon d'avoir des revenus passifs. Pareil, côté actions. Tu peux acheter des actions d'entreprise qui te versent des dividendes. Et après, juste avec les dividendes, tu vis. Il y a plein de stratégies possibles. D'ailleurs, c'est un bon point, ça. Ça peut être un objectif de vie. C'est vrai qu'on sait, depuis le début, on parle de préparation à la retraite, on parle d'investissement, mais on n'a pas du tout parlé des objectifs. En fait, c'est ça aussi, ça fait partie de la base. Tu veux dire par là que c'est intéressant d'y réfléchir personnellement et de se dire quel est mon objectif ? Exactement. Est-ce que je veux épargner pour ma retraite ? Est-ce que je veux générer du revenu passif ? Et généralement, tu peux avoir un petit bout des 3, ou des 4, ou des 5. Tu peux te dire, tiens, ça, je le place de côté pour le voyage que j'ai envie de me faire à,
je sais pas, t'aimes bien la moto, tu vas aller te faire la route 66 aux États-Unis, tu vas avoir besoin de 15 000 balles. Tu peux le préparer 5 ans à l'avance en mettant un tout petit peu de côté, tu vois. Ça, c'est un projet. L'autre projet, c'est tu vas avoir envie d'acheter ton appart ou ta maison dans 10 ans, ou dans 3 ans, peu importe. Deuxième projet. Et à chaque projet, tu mets en face quelque chose. Sa stratégie, la sa retraite, planification. pour moi, ça doit être un projet que tout le monde a. Oui, ça concerne tout le monde. Ouais. Aussi rajouter le projet revenu passif, ouais. Parce que t'as pas envie de travailler jusqu'à 50 ans, 60 ans. Possible. Tu t'es posé cette question, toi, à 18 ans ou au début de la vie adulte? Moi, je me suis posé. La seule question que je me suis posée, et tu vois, on n'applique pas toujours ce qu'on dit, mais c'est des choses que j'ai réalisées beaucoup plus tard. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Non, c'est juste que cette époque-là, j'étais pas cordonnier. Ouais. Voilà. Non, moi, j'ai mis de côté, j'ai préparé pour acheter un appart. Ça, c'est un truc que j'ai démarré à 18 ans. Ouais. Et c'était ton objectif. J'ai eu beaucoup de mal à 18 ans et personne me l'a dit de commencer à préparer ma retraite. Ouais. Mais par contre, j'avais anticipé le côté crée-toi un apport pour pouvoir acquérir quelque chose. Acheter un appart. Ok. On a quand même parlé pas mal de retraite. Ouais. C'est une considération que les jeunes d'aujourd'hui devraient avoir, une considération importante pour eux. Ils l'ont. Et quand je dis jeunes, je dis non, mais ils l'ont. 18-25 ans. Ils l'ont. La Gen Z, ils épargnent, ils investissent pour leur retraite. C'est incroyable. Hein. Bah, c'est incroyable parce que... Tu parles à la génération d'avant, qui du coup la mienne. La nôtre, hein, tu peux dire, parce qu'on est dans le même panier. Je te voyais en Gen Z, moi. Je rigole. Je suis plus vieux que toi, j'ai 37 ans. Oh merde. Dommage. Donc oui, nous, on est un peu passé à la trappe. Bah nous, oui, nous on est. C'est pas qu'on est passé à la trappe, c'est qu'il y a personne qui nous en a parlé. Oui, voilà. Je pars du principe qu'effectivement, on nous a pas vraiment prévenus. Après la Gen Z, ils ont connu un truc qui s'appelle Covid X crypto bull run. Ouais. Ça a créé un. Ça allume les voyants et ça permet d'être un peu plus attentif. Ah bah ça a créé un boost d'éducation financière d'un coup. C'est-à-dire qu'avec la crypto, toute cette génération-là, qui est rentrée massivement dessus, hein, je veux dire, il faut pas se mentir. Quand tu regardes certaines études, d'ailleurs, 9% des Français ont de la crypto, c'est 7% ont des actions. T'imagines le boom que ça avait? Ah ouais. Mais surtout, 7% des Français ont des actions? Ouais, en direct. En fait, c'est un peu comme il y a tellement de produits financiers en France, que les banques ont créé plein de systèmes différents et ainsi de suite. Il y a beaucoup de détenteurs, quasiment tout le monde d'ailleurs, mais de façon intermédiaire. Ouais. Où il y a encore des intermédiaires en direct. L'actionnariat individuel est un rare, peu moins représenté dans les statistiques du coup. Ok, je comprends. Mais surtout la crypto, ça a permis de faire que à ces jeunes de comprendre, tiens, je mets de l'argent quelque part, j'attends un peu, je récupère plus. Ouais, fantastique. Ouais, mais c'est un concept en fait que personne t'apprend avant. Et là, ils ont découvert ça. Et après, la crypto, c'est très très volatile. Moi, je les vois hein, chez Trade Republic. Y a beaucoup de monde qui arrive en étant initialement de la crypto, qui ensuite viennent acheter des ETF parce que c'est plus stable, ou réinvestissent les gains de la crypto sur des choses beaucoup moins volatiles, par exemple, pour sécuriser aussi leur avenir. Il y a une approche complète en fait. À ces jeunes-là, comment quand tu leur poses la question, mais pourquoi t'investis, ils te répondent. La première raison, c'est peur de l'avenir, préparation de la retraite. Aucune confiance dans le système pour assurer une retraite décente. Après, ce que je peux comprendre, hein, si tu veux, déjà, moi, à 35 ans, ça me fait peur, parce qu'il y a beaucoup de temps avant le moment où je serai en retraite, et qu'il y a beaucoup trop de changements. Donc, j'imagine, pour ceux qui ont entre 18 et 25, à quel point ça peut faire peur. Et en effet, après, c'est peut-être un sujet générationnel aussi, tu vois, c'est une génération qui aime bien reprendre le contrôle, c'est une génération qui est beaucoup plus indépendante aussi, qui aime mieux aller au fond des choses, comprendre, tu vois, ChatGPT, tiens, pourquoi ça fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Ce qui est tant mieux, hein, je pense que c'est tout à leur honneur. Mais tu vois, j'ai limite fait une erreur, c'est que je fais un transfert de ma propre expérience sur les 18-25 ans d'aujourd'hui. J'ai l'impression que les 18-25 ans d'aujourd'hui, c'est moi il y a 20 ans, alors que c'est pas du tout le cas. C'est effectivement, ils sont mieux renseignés. Ils sont pas dans le même monde, en tout cas. Ouais, ils sont pas dans le même monde, ils sont plus attentifs. Et en fait, nous, à leur âge, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Le smartphone n'existait pas. Il arrive un tout petit peu après. Vraiment, on n'a pas grandi dans le même monde. Si tu veux. L'accès à l'information était différent.
YouTube. Enfin, tu vois, ça a été, pour le coup, ça a été un vrai accélérateur et c'est dans la pure notion de ce que devrait être Internet. Connecter les gens, connecter l'information, la rendre accessible et gratuite. Et par curiosité, j'espère qu'elle sera pas malsaine, mais chez Trade Republic, vous voyez les tranches d'âge qui investissent ? Vous savez si c'est plus jeune ou plus vieux ou c'est compliqué à estimer ? Nous déjà, on est la moyenne d'âge chez Trade Republic, c'est 32 ans. Ah, donc c'est relativement jeune. Oui, mais on est de très loin la base client la plus jeune de France. Vraiment, la moyenne dans les autres banques est plutôt aux alentours des 50. Mais tout le monde investit chez Trade Republic pour le coup, parce que c'est comme ça que Trade Republic est créé. Tu utilises la carte bancaire, on te rend 1%, mais pas en cash, en épargne. Donc en fait, tout le monde épargne chez Trade Republic. T'as pas le choix. Tout le produit est fait pour que ça t'aide à te construire un capital et à le faire grossir le plus vite possible. Donc oui, nous on a une proportion de jeunes assez grande qui font de l'investissement raisonnable, des petits montants de façon régulière sur les ETF ou sur des actions. Donc on a des gens, tu vois, on reprend l'analogie du jeu vidéo de tout à l'heure, on a beaucoup de gens catégorie 1-2, un peu de 3 et très très peu de 4-5. Très très peu. Par curiosité, 4-5 ce serait quoi ? 5, ça serait le mec qui passe 150 ordres par jour. Ah ouais, ok. Ça c'est le 5. Ok. Ça, on en a très très peu. On en a, hein, mais très très peu. C'est le mec qui en vit, si tu veux. Qui a un capital et qui se dit, tous les jours, tiens, je dois générer, 500 € de gain. Parce que c'est son objectif de la journée. Et qui va faire les opérations en conséquence. Il va acheter, il va vendre. Que des trucs comme ça. Ok, donc ça c'est le niveau 5. Et ça, c'est 5, on en a très peu. Il y a très peu de gens en France, en fait, qui arrivent à en vivre vraiment sur le long terme. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui va changer une génération. Et en plus, comme on l'a dit, ceux qui sont au niveau 1, 2 aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de passer au niveau 3, 4, 5, peuvent le rester virtuellement plusieurs décennies. Complètement. Et ce serait déjà OK. Mais personne n'est devenu... c'est pas parce que tu joues au foot le samedi après-midi... que tu veux devenir pro. Mais exactement, tu vois. Non, mais c'est clair. C'est exactement pareil. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu vois des grosses différences entre les pays niveau investissement et habitudes financières, c'est-à-dire France, Allemagne, États-Unis. On va prendre ces 3 pays-là parce qu'ils sont peut-être plus faciles à alors pour le coup j'ai les stats chez Trade Republic. Il y a des écarts en effet dans l'approche et de ce que les gens font. Les plans d'épargne en ETF, ça fonctionne très très bien en France. Parce qu'il y a ce besoin, parce que ce côté prévoir l'avenir fonctionne très très bien. Tu trouves que c'est rassurant pour les Français, le plan d'épargne en ETF ? Mais complètement. Enfin, t'imagines même pas le nombre de messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de gens qui me disent en fait j'ai démarré avec 4 € par semaine. Ah ouais, trop bien. Parce que j'avais pas de moyens, parce que je suis ouvrier, ça fait 6 mois. J'ai mis un petit peu plus de temps en temps quand j'ai pu. J'ai placé une partie de mes primes et tout. J'ai 1 000 € sur mon compte épargne chez vous. J'ai jamais eu 1 000 € sur mon compte. Les gens te disent ça quand même. Niveau émotion, on est bien. On est pas mal, tu vois. Ça fait plaisir. Et donc c'est au-delà du tabou général sur l'argent qui est en train de se lever, cette notion de prise de contrôle, et tu vois, je l'ai répété beaucoup de fois quand même dans ce podcast, pour moi, elle est ultra importante. C'est qu'est-ce que je fais de mon argent pour m'assurer moi-même que mon avenir soit aussi bien que mon présent, voire mieux. Et pas pire, quoi. Ouais. C'est vraiment ça l'idée. Une considération très importante. Elle est différente dans les autres pays, aux États-Unis, en Allemagne. Je sais pas si tu connais bien comment ça se passe aux États-Unis. En Allemagne, ils ont un gros sujet, c'est que ils ont le même. Globalement, en Europe, on a tous le même problème des retraites parce qu'on a la même démographie. Donc il y a plus autant d'actifs, que il y a population plus de retraités, et ainsi de suite. Ouais. Voilà, le sujet est suffisamment discuté sur les chaînes d'infos pour que tout le monde soit au courant maintenant du problème qu'on a par rapport à ça. Par contre, en Allemagne, ils sont dans une posture qui est bien moins facile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce goût que
peuvent avoir les Français sur la notion de la pierre. En fait, en France, il y a 70% des retraités à peu près qui sont propriétaires de leur résidence principale. Ah ouais. En fait, c'est sécurisant parce que quand tu as ta résidence principale et que tu as fini de la payer, ça veut sensiblement dire par définition que tu auras toujours un toit sur ta tête. Ouais. Et ça, effectivement, c'est rassurant. En Allemagne, ils sont un peu plus de 20%. Un écart énorme. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme problème au moment du passage à la retraite. Parce que du coup, quand tu es locataire et que tu arrives en retraite et que tu as 40% de moins de pouvoir d'achat, l'inquiétude, elle est présente. Ton loyer, il représente une plus grosse part du coup, de tes revenus, voire ça les dépasse parfois. Et tu te retrouves avec du coup des retraités qui sont pas dans une bonne posture, qui doivent quitter leur logement pour partir plus loin, ou en tout cas dans des endroits qui sont un peu moins chers en termes de loyer, qui s'éloignent de leur famille, et ainsi de suite. Donc c'est pas une bonne situation, si tu veux. Néanmoins, j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde les chiffres de Trade Republic, que les Allemands, en général, ont bien pris conscience du problème et se mettent à investir massivement pour eux-mêmes. C'est quand même assez général cette prise de conscience, quel que soit le pays. Ouais, complètement. Espagne, pareil. Italie, pareil. Il y a toujours des spécificités parce qu'en fait, on n'a pas la même sensibilité. En France, on est très sensible à la notion d'avantage fiscal. Ça fait des décennies et des décennies que les gouvernements orientent l'épargne des Français à coup d'incitation fiscale. Ce qu'on appelle les fameuses niches fiscales. Tiens, on veut que les gens achètent des voitures électriques. Tac, le bonus fiscal voiture électrique. Et en même temps, on va taxer les voitures thermiques. On veut que vous achetiez des appartements neufs. Voici quoi. On en a marre que vous achetiez du diesel. Du coup, on va augmenter la fiscalité du diesel uniquement. Tu vois, c'est que ça. En Espagne et en Italie, c'est un peu différent. Mais c'est un peu le même principe, mais sur d'autres types de produits. Ouais, je vois. Donc, voilà, les investissements sont surtout orientés par ça en Europe. Ouais, je vois totalement la différence entre tout ça. Si on a parlé des 18-25 ans, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ceux qui sont plus jeunes, pour la prochaine génération? Tu vois, Gen Z, ok, ils sont renseignés, ils sont attentifs à leur futur, mais si on parlait carrément des enfants et de la future génération, comment préparer leur arrivée et en tout cas comment maximiser leurs chances de bien commencer leur vie active? Et là, du coup, on se met du côté des parents, évidemment. Là, si on parle aux parents, la team des parents dont je fais partie, la team de ceux qui ont des cernes, ceux qui dorment pas la nuit, ceux qui dorment pas très bien, bref, ceux qui sont fatigués d'une manière générale. Non, mais parce que si, désolé de te couper, s'il y a une génération qui a l'impression de ne pas avoir bénéficié de bons conseils dès leur naissance, ou en tout cas le plus rapidement possible, je me mettrais dans cette catégorie-là. Peut-être qu'on va être encouragé à faire différemment pour nos enfants. Ouais, j'irais même plus loin que ça. En fait, quand tu deviens parent, ça t'apporte des émotions que tu n'avais pas forcément ressenties avant. Notamment cette notion du poids de responsabilité de la vie de ces petits êtres que tu as fait. Tu vois. Et en tout cas, sur moi, ça a eu un petit volet un petit peu angoissant. Tu vois, par rapport à leur futur, tu veux dire ? Par rapport à tout, leur sécurité, leur futur. Tu vois, tu as un devoir de protection qui est très très fort. Et, encore plus chez les mamans, tu sais, quand la première fois qu'elles laissent les enfants à la nounou ou à la crèche, tu sais, ce sentiment de déchirement. C'est moi qui dois protéger l'enfant, c'est pas quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Bon. Et en fait, on fait, je pense, tous de notre mieux pour les protéger, les aider, les faire grandir. On leur donne notre temps, on leur donne notre attention, on leur donne à manger, on les change, on leur donne tout, tu vois, l'éducation, le savoir-être pour évoluer aussi en société, tu vois. Et le dernier volet de ça, je pense que c'est le volet, faut les préparer d'un point de vue financier, mais pas les préparer dans le sens, faut leur donner de l'éducation à l'argent. Je pense qu'il faut leur créer un capital pour eux, en fait, simplement. Et une fois que tu as compris ce qu'on vient de se dire là sur les dernières 60 minutes, que le plus important c'était pas le moment, mais c'était le temps, et que investir 50 balles par mois dès la naissance, ça pouvait changer la vie de tes enfants.
Tu m'avais partagé, je crois, un petit calcul où tu m'avais dit à ces 18 ans, si jamais les parents investissent 50 € par mois, ça représente combien tes 18 ans ? 50 par mois de 0 à 18 ans, ça fait que tu auras déposé. Donc c'est un petit effort, 50 par mois. Tous les parents le font, enfin en tout cas 8 sur 10, d'après les stats. Et en moyenne 50 € par mois. Donc tout le monde le fait, mais quasiment tout le monde le fait sur un livret A, qui est un livret très bien, qui est sécurisé, qui est très bon pour l'épargne de précaution, mais l'argent ne travaille pas sur un livret A. Si tu l'investis à 7%, attends, je vais te refaire le calcul, ça sera plus simple. 50 € par mois de 0 à 18, ça fait que tu auras déposé 10 800 €, à peu près 11 000. Si c'est sur un livret à 2%, pendant toute cette période-là, tu auras à peu près 13 000 € du coup. Tu auras généré 1 500 € d'intérêt. Si ça avait travaillé à 7% durant la même période, donc si tu avais plutôt acheté un ETF plutôt que d'avoir placé ça sur un vieux livret bancaire qui te rapporte à peine l'inflation, tu serais plutôt aux alentours de 21 000 €. En fait, la différence, elle est. T'as 10 000 € d'écart. 10 000 €, c'est plein de choses. 10 000 €. 10 000 €, c'est une année d'école. Si jamais ton enfant fait un truc dans le privé, c'est son apport. Si jamais il veut s'acheter un studio quelque part. Enfin, tu vois, tu as le pouvoir avec le même effort, mais juste fait d'une manière un peu différente, en prenant un petit peu plus de risques. Et de toute façon, quand tu as 18 ans devant toi, il faut prendre du risque. T'as le pouvoir un peu de changer la vie de tes enfants, quoi. Et en plus de ça, à 18 ans, même en gardant 21, 22 ou 23 000 € en épargne, ça peut continuer à générer des intérêts. Là, ça fait appel à une notion qui est un peu différente. C'est surtout, en tout cas, ta capacité en tant que parent à faire passer ce message de la patience. De dire, écoute, tiens, maintenant t'as 20 000 € à 18 ans, bah soit tu crames, soit tu crames et puis après t'as plus rien, soit tu laisses et puis en fait à 25 tu pourras t'acheter un truc qui aura plutôt à 26 000 € plutôt, tu vois, et ainsi de suite. Il y a plein de concepts pour leur faire comprendre la patience, le fait que ça va continuer de grossir. Il faut pas se voiler la face aussi. Potentiellement, il peut en dépenser une partie et laisser l'autre partie investir, parce que on a aussi qu'une vie, si tu veux. Et il y a un moment, réaliser ses rêves, faut pas attendre d'avoir 50 ans pour le faire non plus. Mais en tout cas, la première partie du contrat a été respectée de 0 à 18. Ouais, en fait, cet effort-là. Tu laisses le choix aussi de faire plein de trucs. Ça te bride pas. L'argent, c'est juste un moyen de réaliser ses rêves. C'est pas une finalité. Le but, c'est pas d'en accumuler le plus et d'aller mourir avec. L'idée, c'est vraiment de se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Et donner un peu cette chance-là à ses enfants, c'est ultra important. Donc, c'est un sujet sur lequel on a travaillé chez Trade Republic depuis maintenant 6-8 mois. On a lancé pour le coup le premier compte pour enfants qui est totalement sans frais. Donc 100% de l'argent que tu mets dessus travaille pour ton enfant. Tu vois, on maximise les chances de faire grossir le capital à long terme parce qu'on a un partenariat avec des banques qui font les ETF et tous les frais de gestion sont remboursés tous les mois. C'est un énorme succès. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu as le droit de partager ça ? Non, je peux pas partager de chiffres, mais je peux partager des chiffres. Es-tu sûr ? Tu vas pas recevoir un appel ? Non, mais on parle de dizaines de milliers de personnes les 3 premiers jours. Oh, c'est génial. Donc il y a une vraie demande et un vrai désir de pouvoir se placer sur ce genre de choses. En fait, je sais même pas si c'est une question de demande. Je pense que c'est vraiment une question de prise de conscience. On peut y arriver si tu veux. Ouais. Chacun. On peut y arriver, on peut donner les moyens de vivre mieux, de choisir de ce qu'on fait de notre argent, d'en avoir plus tard si on accepte de mettre de côté maintenant. C'est vraiment des notions, je pense, qui sont en train de passer dans la société et je pense, grâce à l'aide de nos politiques qui sont un petit peu angoissants actuellement. Complètement, ouais, pas qu'un peu. Donc surtout une prise de conscience et moi je suis très heureux de ce qui se passe actuellement dans la société d'un point de vue tabou, levée de tabou, prise de conscience. C'est quelque chose, ça fait 4 ans maintenant que je me bats tous les jours pour diffuser ces messages-là. Et c'est vraiment en train de percer, quoi. C'est vraiment en train de prendre et je pense que tout le monde y est confronté aujourd'hui.
Et c'est une excellente chose parce que j'ai l'impression que le changement en plus se fait assez rapidement et que on va gagner beaucoup de temps par rapport à ça, qu'on n'aura pas besoin de plusieurs générations pour que ça se mette en place. Et ouais, en fait, une fois que tu as compris, que tu as commencé à daigner mettre 10 minutes de ton temps à regarder le sujet, après tu as compris que tu avais perdu du temps avant et que ne serait-ce que tu vois les frais bancaires. En moyenne, une banque ça te coûte 200 balles par an. Ouais. Nous, on redonne de l'argent aux gens. Donc, des gens, ils m'ont envoyé un message, ils me disent, bah, attendez, je comprends pas, avant je payais ma carte bancaire, maintenant, Elle me rapporte maintenant c'est vous qui me donnez de l'argent en fonction de ce que j'ai dépensé. Ben, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de prendre des frais à nos clients pour être rentable. Parce qu'il y a d'autres frais, il y a sur le réseau, tu vois, quand tu payes avec ta carte, le commerçant, il paye une partie des frais. Bah, nous, on récupère une partie de cet argent-là et c'est suffisant pour nous. On n'est pas obligé de reprendre en plus à notre client. Ouais. Donc c'est un autre modèle avec moins de monde, au digital uniquement. On n'a pas à payer l'agence sur la place, la jolie place, avec un loyer à 10 000 balles par mois. On n'a pas à la payer celle-là, tu vois. Ouais, et donc ça fait une différence. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup d'argent à nos clients pour être rentable quand même. Donc ça fait une grosse diff. La charge de travail, elle ressemblait à quoi ces 4 dernières années? Elle était monstrueuse. Ouais, mais en fait, tu penses même pas en fait. Non, tu penses pas parce que c'est passionnant. Si tu veux, évidemment, comme dans n'importe quel travail, il y a des moments où t'es fatigué. Tout le monde se donne. Par contre, quand tu reçois un petit message sur les réseaux sociaux, alors que t'es dans le train pour rentrer chez toi, aller chercher tes enfants à l'école et que les gens te disent merci ou ils te donnent un petit retour sur un contenu que t'as pu faire. Voilà, t'oublies vite les dizaines et dizaines d'heures de travail. Hein. Complètement. Ouais. C'est, je pense, la meilleure sensation de se dire que le projet pour lequel tu travailles et qui te passionne porte ses fruits et en plus est bien reçu par les personnes qui l'adoptent. Bah là, encore plus pour le compte pour enfants. Ouais, parce que ça, il y a quand même une saveur particulière. Il y a une saveur particulière. Moi, je suis un jeune papa. Enfin, je suis un papa de jeunes enfants. Tu restes jeune, Vincent, je te rassure. Je suis un papa de jeunes enfants qui est encore dans l'apprentissage, qui est un petit peu angoissé par la situation globale de notre pays, de la société, et ainsi de suite, si tu veux. Donc, d'avoir cette petite brique de contrôle là, voilà. Je dirais pas que c'est un truc que j'ai poussé en interne, mais si. Donc ouais, non, je suis très heureux d'avoir la possibilité d'être dans une boîte qui me permette de lancer des produits qui sont 100% en accord avec mes convictions, qui en plus sont utiles à la population. Donc ouais, carrément très heureux. Ouais, je pense que de toute façon les retours montrent bien que c'était une excellente idée. Donc bravo. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Hein. Merci Vincent, on a abordé plein de sujets qui sont hyper intéressants, des choses niveau 5 et des choses niveau 1. Donc c'était bien cool. Tu vois quelque chose à rajouter? Non, écoute, très heureux d'avoir eu cet échange avec toi. Je pense qu'on a partagé. On a parlé de plein de choses. Ouais, on a ratissé large, mais c'est cool. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Donc c'est bien de pouvoir être confronté à ça et de savoir exactement comment ça fonctionne. Et je suis curieux de savoir ce que pensent les gens qui ont regardé ou écouté ce podcast. Et j'irai faire un tour en commentaire sous la vidéo sur YouTube. Avec plaisir. Si tu as des petites choses à rajouter ou un petit lien pour le calculateur, etc. Oui, j'irai le mettre. Ouais. Ça sera toujours très bon à prendre. Et en tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci pour l'accueil. Vincent, c'était un plaisir. Et puis j'espère à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Vincent. On a parlé de finance et c'est pas le premier sur la chaîne Là on discute. Je vous mets un autre épisode qui est un petit peu lié pour aller un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à aller le visionner. Je suis sûr qu'il vous plaira beaucoup.